mots sur l'AFLUPA qui organise aujourd'hui cette rencontre. Donc l'AFLUPA, qu'est-ce que c'est? C'est une association pour promouvoir la pratique de l'expérience utilisateur UX. Ça anime un réseau de professionnels, des acteurs publics, privés, des étudiants, des chercheurs. En tout, il y a 14 antennes qui sont présentes dans 4 pays, 4500 abonnés sur les newsletters. Donc là, il y a un peu une carte qui représente les différentes antennes. Et notamment, il y a tous les ans des UXD qui sont organisés à Paris, au Cinquantenaire. Les UXD, c'est 2 jours de conférences, de débats. Et on a Manu qui est là aujourd'hui, qui sera présent aux UXD et qui va notamment parler de La Belle et la Bête quand la science vient au secours de la direction artistique. Avant de rentrer sur l'IA, est-ce que Manu, tu pourrais me dire en 2 mots ce que tu vas dire aux UXD? Bonjour à tous, je vais vous faire un petit spoiler de ce dont on va parler. Souvent, en fait, quand on est designer ou illustrateur dans une entreprise ou graphiste, enfin tous les métiers, en tout cas la direction artistique, on a quand même de sacrées galères et des difficultés à travailler. Notamment quand j'étais chez Ubisoft, on avait des personnes qui travaillaient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur un même brief. Et quand je suis arrivée là-bas, ce qui s'est passé la première fois, c'est que j'ai eu une réaction de rejet. Ils se sont dit non, la science ne va pas m'aider, moi j'ai pas envie que le consommateur me dise ce que je dois faire, moi j'ai pas envie que la data brille ma créativité. Et en fait, ça a été une histoire d'amour avec l'équipe DA, parce qu'on a réussi à s'allier ensemble et à travailler ensemble pour clarifier le brief, pour trouver des solutions, pour les développer. Et donc en fait, dans cet exemple-là, au Geek Day, on va justement montrer des illustrations de chez Decathlon, de chez Ubisoft et de chez Asmodée, qui est une boîte de jeux de société, pour montrer un peu comment ça s'applique concrètement quand les deux marchent ensemble. Merci. Et juste quelques mots maintenant pour présenter l'école avec Damien, responsable développement. Merci, bonjour à tous. On est ravis, quand je dis on, c'est toute une équipe. Il y a Iman qui filme, qui est notre chef du MyDeal, notre laboratoire d'innovation au premier étage. Il y a également Lorraine qui est chargée de développement et Delphine qui est présent avec moi aujourd'hui, qui est chargée d'entreprise. Donc c'était un honneur pour nous de vous recevoir sur notre campus aujourd'hui. On a des entreprises partenaires, nos apprenants aussi qui sont présents, donc c'est une bonne chose. Donc je me présente Damien, donc je suis responsable développement de l'école WIS sur Montpellier. On a aussi l'école EPSI en ingénierie informatique. Aujourd'hui, on collabore avec différentes entreprises du bassin montpelliérain pour des métiers du coup qui sont en relation avec la thématique de ce soir, en UX/UI, en chefferie de projet, en marketing data, en product owner. Donc voilà, donc c'est ce qu'on propose du coup dans nos cursus scolaires sont en corrélation aussi avec la thématique et des entreprises qui nous font confiance pour recruter nos apprenants en bachelor ou en master. Voilà, si vous avez des questions sur nos parcours, etc., on est à votre disposition et je vous souhaite du coup une bonne conférence. Merci. Merci. Alors juste quelques mots sur l'équipe de la FLUPA. Donc l'équipe de la FLUPA, on est plusieurs à organiser ça, donc merci à tout le monde qui a pu permettre cet événement d'avoir eu lieu. Alors, du coup, la table ronde, c'est révolutionner les processus du design, de la fiction et de la réalité. En quelques mots, pour vous présenter, est-ce que vous pourriez nous dire votre première expérience avec l'IA? Un peu, je t'aime, pas du tout. Quelle a été cette première impression? Honneur aux dames. Donc moi, c'était en 2011, et c'était à la folie, puisqu'en fait, moi, je suis mi-ingénieur, mi-designer, puisqu'à l'époque, les profils UX, ça n'existait pas trop, et je savais que je voulais faire un peu des deux. Et en fait, en 2012, on s'est retrouvés à se dire on ne comprend pas les consommateurs. J'étais chez Decathlon à l'époque. Et on avait une source de données qui était impressionnante. On avait 11 000 avis clients qui traînaient, enfin même beaucoup plus sur toute l'entreprise. Et en fait, on a commencé à les regarder un par un, les avis clients, pour se dire qu'est-ce que pensent les utilisateurs là-dessus. Au bout de 4 heures, j'en avais qu'un... mais j'en avais marre. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un algo, donc un peu à base d'IA, d'analyse de sentiments, déjà à l'époque, pour essayer de comprendre en quelques clics comment est-ce que les utilisateurs perçoivent nos produits. Et on a pris plein de trucs intéressants. Et en fait, en 1 semaine, on avait fait l'équivalent de 3 mois de recherche intensive, de lecture, d'avis grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça a été un crush parce que ça m'a fait gagner du temps. Donc ça, c'est ma toute première expérience. Alors, on va faire Lydie maintenant. Enchantée. Donc moi j'ai eu 2 rencontres avec l'IA. La première c'est quand j'étais au Beaux-Arts, quand j'ai découvert les algorithmes de retouche d'image. Alors à l'époque on n'appelait pas ça l'IA générative, mais quand vous avez foiré votre exposition, que vous découvrez Adobe, que là-dedans il y a caché un algo,
qui nous propose de retoucher des choses, c'est vraiment super chouette. Et la deuxième fois, c'est en 2016, donc j'ai fait une reconversion entre-temps dans la finance, après les attentats chez Charlie Hebdo. Et en fait, je vois des designers qui arrivent avec des tonnes de questionnaires, qui font des fichiers Excel et qui prennent des verbatims à la main. Je fais, c'est pas possible qu'il y ait pas un algo de NLP qui traîne. J'ai la chance d'avoir un frère développeur, donc le soir je rentre. Et je lui dis, il faut qu'on aille plus loin que le nuage de mots parce que ça ne nous donne pas tout ce qui est corrélation dont on pourra vous parler, ça nous intéresse. Mais en gros, si on le fait à la mano, ça va être plus biaisé. Et ça va nous prendre 4 jours, là où avec mon frangin, ça m'a pris une demi-journée. Et comme dirait Manu, quand on commence à gagner du temps, de la fiabilité, et que du coup on passe du temps à se faire plaisir sur la stratégie, c'est beaucoup plus agréable. Donc le coup de foudre. Bon, bonjour à tous. Pour moi, ça a été un peu, je dirais que c'est un peu plus poétique, parce que pour moi, ça a été, quand je m'ai retrouvé, quand j'avais 11-12 ans, j'ai commencé à lire tous les bouquins de science-fiction que j'ai consommés comme une foule. Je me retrouvais beaucoup dans ce concept d'Isaac Asimov, d'un supercomputer qu'il avait construit qui s'appelle la Multivac. Et ça m'a fait rêver depuis que je suis petite. Et donc, quand je suis arrivé au Silicon Valley, ça a été beaucoup la partie poétique qui m'a inspiré à devenir dans la tech, et maintenir dans la tech et travailler sur la tech. Et il y a 10 ans, en 2014, quand je suis arrivé au Silicon Valley, j'ai été directeur de design d'une société là-bas, j'ai pu travailler dans ce projet d'une personne qui faisait des prothèses pour des personnes pour des amputés. Et les choses qui m'a donné le plus de l'IA, ça a été pas forcément dans mon métier de UX, mais ce qui m'a montré la puissance que ça pouvait venir dans un tout petit chip, parce que cette personne avait construit une prothèse de cheville qui lissait en même temps tous les impulses électroniques des muscles de la jambe pour faire toute l'articulation qu'on fait en tant qu'humain dans la cheville. Et ça m'a touché beaucoup parce qu'il y a des problèmes dans la cheville en arthrose. Donc ça m'a fait dire il y a 10 ans, écoute, moi je vais me focaliser sur l'IA, je vais commencer à apprendre. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de construire ce que je vous présentais tout à l'heure. Et pour continuer sur la lancée de l'IA, de mon côté, c'est vrai, je suis un peu moins poétique que Felipe sur l'IA parce que c'est vrai que je l'ai pris avec un peu plus de recul et comme tout designer, avec aussi pas mal d'a priori sur qu'est-ce qui a été généré, comment c'était généré, à partir de quoi c'était généré. Je pense qu'on est quand même pas mal à se poser ce type de questions autour de la table. Depuis 2 ans, c'est vrai, je m'interroge aussi sur les use cases de l'IA. C'est savoir justement à quel moment on peut se dire on peut commencer à plancher sur une IA. Au-delà d'une création avec les IA génératives, l'idée c'est de se dire où est-ce qu'est la place du designer justement dans le prochain, entre guillemets, le prochain monde. L'IA se base sur énormément de technologies et le but c'est comment arriver à l'intégrer et faire en sorte que le monde de demain soit et garde un minimum de cohérence responsable justement dans les différents types d'applications métiers et d'usages au quotidien. Parfait. Merci. Je vais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit, Jocelyn, en parlant d'IA générative. Est-ce que tu pourrais un peu nous faire un distinguo IA générative, IA appliquée, voilà les différences un peu, et autour de ce qu'est l'intelligence artificielle en soi pour recontextualiser? Alors, très rapidement, vu que je m'interrogeais beaucoup sur ce qui était le sens même de l'IA, c'est vrai que l'IA, on a la tendance à se dire c'est quelque chose d'immatériel, quelque chose d'éphémère, quelque chose de digital. En fait, quand on prend les mots en tant que tels, l'intelligence, c'est pas forcément la notion de pensée, c'est la notion justement où on va prendre de l'information, la digérer, la manipuler et justement c'est une aptitude justement à intégrer cette information-là. Artificielle, c'est la question sur laquelle je m'étais posé un peu plus de questions. Désolé pour la double phrase. Le terme de artificiel, pour moi, avait une notion d'immatériel. Et en fait, quand on se planche sur la partie racine du mot, l'artificiel, c'est vraiment une notion d'élément qui a été produit par l'homme.
c'est-à-dire qui n'est pas forcément naturel. Et la notion de art, le savoir-faire, donc en gros là on est sur quelque chose qui travaille de la donnée, qui est produit justement par l'homme. On peut prendre aussi la notion, le parallèle avec l'artefact, le fait par l'art, donc le fait par le métier, et donc arriver justement à avoir cette cohérence au niveau de l'interaction métier qui est construite par l'homme et dans lequel on va essayer d'apprendre et d'appréhender. L'autre détail, c'est que l'artificiel est aussi matériel. Donc on est sur un schéma où on vient travailler la notion de matériel et d'immatériel. Pour être assez transparent là-dessus, l'immatériel, on peut se baser sur tout ce qui est manipulation des données digitales. Et la notion de matériel et matériel artificiel, par exemple, si on prend simplement du verre, le verre n'est pas naturel. Le verre a été fabriqué par l'homme et donc on est sur un matériel artificiel. Donc voilà, le but, voilà, c'est d'arriver à faire cette connexion justement entre les deux mondes. Parfait. Alors, on va peut-être un peu rentrer dans le vif du sujet avec différentes, voilà, des retours d'expérience autour de l'IA, donc des projets que vous avez menés, des choses concrètes. Et là, je voulais avoir un peu, Lydie, ton retour d'expérience. Et un peu, voilà, un exemple concret où l'IA a changé ta façon de faire. Moi, la première chose que j'ai fait, donc j'ai deux sociétés, IA médicale et IA marketing. Il y a des trucs que j'aime pas faire dans mon métier et je crois que je suis un peu fainéant. Et donc, j'ai commencé à créer des outils pour m'augmenter. Donc, c'est un peu ce qu'on fait chez IA marketing, mais pourquoi on le fait? Parce qu'à un moment donné, on avait besoin de générer des choses. Donc, la première chose, c'est, moi, je suis très orientée expérience utilisateur. On l'oublie souvent, mais l'objectif du marketing, c'est d'atteindre les utilisateurs, de comprendre leurs freins et derrière de leur vendre un produit, un service. Il y a toute une partie marketing social. Et donc, nous, des choses qu'on a fait, c'est essayer d'arrêter le mass marketing. Une des plus grosses choses qui m'amuse aujourd'hui, c'est quand les deux sociétés s'appellent pas IA marketing et IA médical. Et quand on m'envoie un mail en disant optimisez votre marketing avec l'IA générative, je me dis qu'il y a un truc sur le ciblage qui a été raté, quoi. Donc voilà, donc nous, qu'est-ce qu'on fait chez IA Marketing? On a commencé à travailler sur la récolte de la donnée. Donc c'est la slide d'après, donc on est sur des personnel shoppers qu'on va utiliser aussi bien en marketing que l'IA médicale va utiliser en santé mentale. Donc l'objectif, c'est d'avoir un outil qui nous permet de récolter de la donnée qui est personnalisée. On l'abordera, mais il y a une slide sur la RGPD ensuite. Donc l'idée, c'est de dire, une fois qu'on a compris et détecté via une conversation les besoins des utilisateurs, on va pouvoir générer, c'est la slide d'après, très concrètement des newsletters, sauf que ces newsletters, au lieu d'être générées de manière massive, elles vont être générées de manière textuelle et visuelle en fonction de ce qu'on va avoir détecté dans l'âge de la personne. Est-ce qu'elle vit plutôt en ville, est-ce qu'elle vit plutôt à la campagne? Et donc l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'objectif de l'interface intelligence artificielle, c'est de vraiment recréer un dialogue avec la marque et d'avoir des résultats qui sont bien meilleurs. Nous, quand on arrive chez un client, chez un partenaire, on va travailler ce qu'on appelle des A/B tests. Donc aujourd'hui, j'ai créé une conférence qui s'appelle « On arrête de tourner autour du prompt ». C'est pas du prompt, c'est des méthodologies beaucoup plus complexes que ça. On ne peut pas rentrer toutes les infos dans un prompt. Voilà, on va, je pense, vous souvenez un peu avec la data ce soir, mais parce qu'on est plusieurs à y tenir. Mais en gros, c'est vraiment comment on va injecter de la donnée qualifiée dans les modèles d'IA génératifs qui vont nous permettre d'obtenir des performances. Si vous mettez juste une surcouche GPT, vous allez avoir des problématiques comme des PD avec des bots qui se mettent à insulter vos clients, ils vont sortir des différents complets. Et donc notre objectif à terme, c'est de sculpter des personnel shoppers. Donc en fait, c'est que chaque personne ait l'impression qu'on a designé un dialogue interactif, donc ce que moi j'ai appelé le design proactif. Si on ça intéresse, je partage tout sur mon médium, et de dire que en fait, l'objectif, c'est d'aller vraiment vers du one-to-one et d'avoir la possibilité, notamment dans le chatbot, de pouvoir vous connecter avec un personal shopper qui sera capable de vous dire la dernière fois je vous ai proposé ce produit, est-ce que vous en êtes content ou pas? Donc ce qui permet derrière de développer les bons produits. Est-ce que vous voulez un produit complémentaire ou est-ce que vous avez une difficulté d'usage? C'est aussi une manière de désencombrer un peu le SAV.
Donc pour nous, l'idée c'est de dire on va utiliser l'expertise des designers, enfin, voilà, pour leur apporter de la data aux designers produits, toutes les personnes qui vont aussi designer les parcours, afin qu'ils puissent parler à chaque fois, pas à chaque utilisateur, parce qu'il y a des patterns, mais en tout cas l'utilisateur se sent vraiment mieux. Et donc derrière, je vous ai mis une slide KPI parce que c'est sympa de parler de la data, mais les gens ne parlent jamais de qu'est-ce que ça fait. Aujourd'hui, on a des tests sur une newsletter, ce qu'on appelle une newsletter 2.0. On a fait 100% de taux d'ouverture d'une newsletter. Donc, je vous ai pris un de nos plus grands clients. C'est des batchs de 2 fois 100 000 utilisateurs. C'est pas, on a fait 100% sur quelques utilisateurs. Et on a généré 157% de taux de clic pendant les soldes. Pourquoi? Parce que les CTA, donc les call to action, étaient vraiment designés pour les personnes. Et dans le cas d'un personnel shopper, on s'en est servi sur des opérations salon pour le développement des prochains produits. On a réussi à augmenter la valeur perçue en faisant gagner 30% de marge à la marque et 64% de profit par paire chaussure sur l'upgrade de ce modèle-là. Donc nous, vraiment, notre objectif, c'est de dire on va aider à libérer tout ce qui est équipe marketing, équipe de design, et faire de l'IA un outil dans une boîte à outils, parce qu'on n'utilise pas que l'IA générative, on a plusieurs systèmes d'IA qui permettent d'avoir du coup, voilà, des éléments. Et juste la première optimisation qu'on a fait sur nos bots, parce que je n'y avais pas pensé, c'est de leur apprendre à répondre à merci. Parce que je ne m'étais pas dit que les utilisateurs diraient merci à des outils informatiques. Donc ça a cassé complètement mon expérience parce qu'ils disaient j'ai pas trouvé la réponse, vu qu'on n'est pas GPT. On utilise GPT, mais pas que ça. Du coup, ça a cassé vraiment énormément l'expérience utilisateur. Et c'est ça, les premières optimisations de nos bots, que ce soit sur médical ou marketing, c'est d'apprendre à répondre à ça. Donc la dernière slide, justement, c'est toute la partie RGPD. Donc aujourd'hui, nous, on a un partenariat, enfin voilà, la partie équipe. On développe tout en interne parce que on est une entreprise de tech et pour nous c'est important d'avoir des devs en interne et notre objectif commun c'est vraiment de démontrer l'impact de ces outils en dehors de tout le bruit qu'on pouvait entendre et c'est pas l'IA générative qui manque de fiabilité, c'est pas l'IA générative qui est biaisée, c'est pas l'IA générative qui génère du sexisme, c'est la non-maîtrise technologique d'un outil qui est extrêmement puissant. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Et juste pour rebondir à tout ce qui est personnel shopper et IA, est-ce que Manu, dans ton expérience à Decathlon, c'est quelque chose qui aurait pu être mis en place? Qui aurait pu et qui aurait dû être mis en place, parce que je pense qu'on gagne énormément de temps. Alors, pas forcément sur cet aspect-là, mais un autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on reçoit des avis négatifs, les chefs de produits chez Decathlon ont l'obligation de répondre, d'adresser des réponses. Alors souvent, ils ont leurs 4 ou 5 réponses dans un fichier Excel, que parfois ils peuvent envoyer assez rapidement. Et en fait, déjà, ne serait-ce que dans la détection de l'avis négatif, aujourd'hui, il se fie uniquement sur la note. En gros, s'il y a un score de 1 à 2 étoiles, c'est un avis négatif, donc on va y répondre. En revanche, on peut très bien détecter dans le texte qu'il y a des problèmes très graves, des problématiques de brûlure, de blessure, qui sont potentiellement pas à 3 sur 5 parce que le produit a plu, mais sur lequel un chef de produit devrait répondre. Donc déjà dans la détection de c'est bon, pas bon, je pense que l'IA aurait beaucoup apporté, et aussi dans la personnalisation du message, parce que c'est très pénible d'avoir les mêmes messages tout le temps dans le blog, mais cette notion de personnalisation, je pense qu'elle est importante pour le consommateur, de ne pas se dire qu'il a repris la réponse standard, comme on le voit si souvent sur Booking ou... Et le troisième point sur lequel ça aurait pu aider aussi, c'est dans l'activation. C'est en gros se rendre compte qu'il y a des mots qui sont plus graves que d'autres et qui nécessitent un plan d'action. Qu'une couleur soit délavée sur un produit, c'est pénible, on ne va pas arrêter la production pour ça. Par contre, si ça commence à me brûler la peau et j'ai des marques, il faut arrêter tout de suite la production. Donc sur ces 3 étapes-là, ça nous aurait énormément servi. Merci. Alors Philippe, est-ce que tu peux aussi nous faire un petit retour d'expérience sur l'IA et ce que tu as pu mettre en place? Voilà, combien de temps tiens. À 21h, on doit évacuer. Voilà, on a les temps. Non, j'arrive. En fait, moi, je vais vous parler un peu d'un sujet qui me fait le corps. C'est, comme je disais tout à l'heure, ça fait à peu près 17 ans que j'ai fait des designs pour des outils numériques. Et chaque fois que j'ai fait un projet, j'ai été toujours contrasté à ne pas comprendre les ressentis de l'utilisateur. Parce que dans la méthode qu'on avait il y a 17 ans,
vraiment s'approcher à l'utilisateur et travailler avec lui pour co-construire avec lui. C'était impossible, surtout si je viens de Colombie. Donc en Colombie, il n'y avait aucun moyen de le faire. Mais quand je suis arrivé au Silicon Valley, j'ai compris aussi que même dans l'endroit où l'innovation il y a encore, c'est hyper dur d'intégrer la partie humaine parce qu'on est contrasté à des dimensions qui sont différentes par rapport à la géographie dans laquelle on est. Donc, par exemple, au Silicon Valley, les gens ils font des outils qui vont être utilisés par tout le monde. Mais nous, on est 7 billions de personnes, 8 billions de personnes. Et donc, sonder la pensée de 8 billions de personnes, c'est impossible. Et surtout, pas trouver la partie émotionnelle dans les gens. Donc, c'est pour ça que je me suis approché beaucoup à tout ce qui est l'affective computing. Et c'est quoi l'affective computing? C'est une ramification de l'IA qui est orientée à la détection des émotions de l'être humain. L'interprétation, l'analyse et la prédiction. Parce qu'on entend beaucoup parler des IA génératives, des IA, mais il y a une partie prédictive aussi. Donc on arrive à utiliser l'IA pour prédire un comportement, pour prédire un geste et pour prédire une réaction. Donc avec tout ce qu'on a mis en place, tu peux avancer sur les... Je ne sais pas si vous savez encore. Oui. Là, par exemple, je ne vais pas vous parler pourquoi l'expérience c'est important, mais surtout, j'utilise cet exemple de la porte parce que la personne qui a inventé le terme expérience utilisateur ou expérience architecte, Don Norman, aux États-Unis, dans les laboratoires d'Apple en 1995, il a appelé ça un Norman Door. Et moi, j'évoque toujours cet exemple parce que si je vous pose la question de réfléchir à combien de portes vous avez traversé aujourd'hui, c'est sûr que vous ne savez pas la chiffre exacte. Mais si je vous dis combien de portes ils vous sont fait ce type de problématique, vous allez immédiatement vous souvenir à quel moment et dans quel endroit et dans quel magasin, etc. Et ça, c'est un problème d'utilisation parce que, etc. Donc, ça n'était pas conçu avec l'utilisateur. Mais l'effet que vous vous souvenez, c'est parce que la réaction a été mauvaise. Parce que la réaction a été vraiment horrible et ça vous a créé un sentiment complètement négatif. Donc, moi, j'ai créé Odaptos en 2020 parce qu'on a écrit une intelligence d'affective computing qui nous permet... Tu peux continuer parce que tu as... Là. Oui, on a écrit une intelligence artificielle qui permet de détecter, de faire une analyse multidimensionnelle dans des outils de visioconférence. Donc, on peut prédire les expressions faciales, l'intonation de la voix et la polarité dans les sentiments de chacun de vos phrases. On l'utilise pour faire un process de recherche utilisateur qui n'est pas possible aujourd'hui, et c'est faire un mélange entre les quali et les quanti. Parce qu'avec nos technologies, on arrive à interviewer beaucoup plus de gens et analyser leurs données biaisées par l'émotion. Donc, on permet vraiment de rentrer dans ce process de piocher c'est où que l'utilisateur a été frustré par nos utilisateurs, par soit les produits qu'on lui montre, soit les parcours qu'on les présente ou qu'on les demande de faire, ou même dans les process de conception en amont, dans la phase d'exploratoire du projet, on peut vraiment parler en personne pour regarder ces états émotionnels. Et donc ça c'est une startup qu'il a créée avec Maximilien, donc mon cofondateur. Et nous, on utilise beaucoup la psychologie cognitive, on est beaucoup dans les comportementales, et tout ce qui est computer vision. Donc il y a énormément de sciences qui se sont appliquées à ce produit. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un chaman qui m'a amené depuis que je suis enfant, de réfléchir à un truc qui peut vraiment changer l'industrie. Et je pense que l'IA générative et prédictive va nous aider à shifter notre métier et nous amener dans une position dans laquelle on aura une compréhension tellement vaste de l'utilisateur que parfois, je ne sais pas qu'est-ce que les sociétés vont faire avec, et qu'est-ce qu'on devrait faire avec. Parce que même si on met ça à disposition de nos clients aujourd'hui, on voit encore qu'ils continuent à commettre les mêmes erreurs que si l'IA n'est pas là.
Et donc, ça, c'est des questions que je me pose qui sont très intéressantes et que je vois les clients se tromper. Mais... Donc voilà, ça, c'est une chose qu'on a créée qui a une puissance d'IA très, très, très forte. Donc aujourd'hui, ODAPT est utilisé par des banquiers, des assureurs, des sociétés de conseil, des freelancers qui ont pris notre outil pour accélérer la production des analyses. Parce que une fois qu'on a un entretien avec une personne, 5 minutes après, on a le résultat. Et donc, on peut se piocher à regarder ce que la personne avait dit, et comment il avait dit, et comment il avait vécu, comment il avait senti. Et là, cette dimension émotionnelle, elle est hyper puissante. Ça nous aide à construire des expériences qui sont formidables. Oui, juste pour rebondir, parce que moi j'ai eu la chance d'utiliser et de tester aussi les outils de Felipe. C'est vrai que c'est vachement utile dans la phase de research, justement pour détecter tout ce qui est non dit de la part des utilisateurs. L'idée, c'est pas de supplanter l'analyse justement des personnes qui font de la research, c'est vraiment de la compléter. L'un de mes points, justement, je vais te la poser la question. Sur la partie justement analyse émotionnelle, donc là on a des systèmes de traceurs qui permettent de détecter justement ces émotions. Je pense que tu peux partir sur les systèmes de Paul Ekman, sans doute. Ouf, on a passé. Ouais. C'est le temps. Oui, vas-y. Paul Ekman, c'est un théoricien de l'émotion qui avait écrit une théorie sur les 7 émotions primaires. Donc, normalement, il disait qu'il existe 7 émotions primaires, la colère, la joie, je ne sais pas en français, je vais dire en anglais. Happiness, joy, sadness, peur, dégoût, etc. C'est 7 émotions, j'ai un mélange de langage dans ma tête, désolé. Mais on a très rapidement s'est rendu compte que Ekman est non limité, parce que nous, en tant qu'humains, on a tout un univers d'émotions, et on s'est focalisé les 2 dernières années à travailler avec les laboratoires de Vannes à Normandie et les laboratoires de Middlesex ici en région, et pour construire l'application d'une théorie qui s'appelle arousal et valence. Et arousal et valence, c'est une cartographie d'émotions qui part de l'effet qu'on a dans les émotions, on a une polarité, et on a une polarité très positive et négative, positif, neutre, négatif, et on a une intensité entre pas active ou très calme et super excitée. Et dans ces 2 axes, on peut prédire jusqu'à 44 microexpressions. Aujourd'hui, notre système qui va sortir à la rentrée, qui est bien hyper chargé avec la arousal et valence, elle peut détecter si une personne elle est impatiente, si une personne elle est excitée, si une personne elle est suspicieuse, etc. C'est énorme, c'est trop haut. Et donc ça va me permettre de rebondir sur une autre question rapide. Là actuellement, vous vous focalisez sur les visages, le corps véhicule aussi des émotions. Est-ce que c'est une prochaine étape? Comment vous voyez les... Ouais. Aussi, ça a été une limitation qu'on a eue depuis le début. C'est qu'on a commencé la société en 2019, on a eu l'idée. Et donc, on a commencé à travailler, à rajeunir, à écrire toute l'architecture des corps de l'affective computing. Et on s'est rendu compte que l'émotion, il y a 3 axes, en fait. L'émotion, c'est l'expression faciale, l'intonation pour détecter l'ironie. Mais quand on a fait notre analyse multidimensionnelle, on a fait un moment Eureka, parce que c'est hyper facile. C'est un changement, une incongruence entre les verbatim, c'est ce que je dis, l'intonation de la voix et les faciales. Donc, une ironie, c'est simplement, j'ai fait la gueule et j'ai dit une chose positive. Je dis une chose négative, mais j'ai fait un peu je rigole un peu, et je change mon intonation. Et donc on arrive, on s'approche, on n'est pas là encore, on n'est pas là pour dire ça a été l'ironie, mais c'est très rapidement dans notre outil qu'on peut regarder tout l'univers de la sensation, des émotions,
On peut dire, ah, ça a été ironique, cette phrase. Parce qu'on voit que dans le verbatim, il est complètement négatif, mais la personne elle a été en train de rigoler énormément. Et comme cette partie à Rosa Valence, on l'a fait et on l'a construit autant pour le visage, qui est pour l'intonation, qui est pour les textes, on a un parallélisme entre les trois systèmes qui permettent de se remplacer un à l'autre. Donc s'il y a un moment dans lequel on n'arrive pas à détecter le visage de la personne, on peut détecter et on peut suivre la voix et les changements de la voix. Ça te va? Du coup, ah ben, juste après, je vais juste rajouter. Du coup, Felipe, maintenant on attend une démonstration la prochaine fois à l'école du logiciel. D'accord, bon bah Damien, il est parti. Mais on prend rendez-vous avec Damien et tu nous montreras, parce que je pense qu'à mon avis, tous les étudiants seraient assez pour de pouvoir le tester. Donc à la fois les bachelors et les masters, et à mon avis les développeurs aussi, de voir comment marche ce logiciel. Donc si c'est possible un jour de faire une intervention et de pouvoir tester tout ça. Et du coup, Emmanuel, bah, évidemment, on va justement la question par rapport à l'IA et à votre dernière expérience, peut-être à Snoé, la société de jeux, de société, bah, voilà, il y a votre retour d'expérience autour de ça. Je vous ai présenté quelques slides, ils seront disponibles après, parce qu'on peut les passer, comme ça je montre des exemples concrets. Qui utilise l'IA ici, aujourd'hui, au quotidien, vous en entendez? Ouais, donc on va rentrer dans le détail un peu plus pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, j'ai décomposé plutôt les 4 types d'usages que j'en fais très souvent, et je vous mettrai aussi le nom des outils, si jamais vous avez envie de dupliquer ou de les répliquer, parce que je sais que c'est souvent les questions qu'on me pose. C'est comment je m'y mets, comment je m'y lance. Alors comme vous êtes nombreux à avoir déjà essayé, je ne vais pas rentrer sur les outils les plus classiques. Du coup, je peux passer les slides moi-même ou pas? Ou sinon, tu me dis, comme ça, je suis désolée, je suis obligée de tout le monde, pardon. Alors, parmi les sujets que j'ai très souvent, c'est l'IA à me remplacer. Alors, dans les jeux de société, non, elle est très bien celle-là. Dans les jeux de société, il y a les illustrateurs français, comme dans les voix, là vous avez vu ça à Cannes, les doubleurs d'acteurs. Il y a une levée de bouclier contre l'usage de l'IA qui est en cours. Moi, je vous rassure tout de suite, on n'est pas tout de suite prêt pour remplacer un UX designer, un UX researcher. Donc là, si on demande un algo de savoir si c'est un chihuahua ou c'est quoi comme gâteau, je sais plus, un muffin, on a un gros fail de la part de l'algo qui repère des ours, des gâteaux et très peu de chihuahuas. En fait, dedans, c'est 1 sur 2. Je suis désolée, c'est typique comme image. Pardon, j'ai vite la changer. Alors, ça ne vous remplacera pas. Par contre, il faut savoir comment s'en servir. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est votre arme d'autodéfense. Comprendre comment l'IA peut sublimer vos métiers, vous augmenter. J'aime bien le mot ludique utilisé. Comment l'IA peut vous augmenter, c'est vraiment la clé. Vous stressez pas trop sur les problématiques diverses et variées. Peut-être que tu me poseras des questions pièges, mais sur l'inclusivité, comme a dit Lydie, la représentativité ou d'autres choses, il faut utiliser l'IA aujourd'hui et ne soyez pas à la traîne. Un des premiers cas d'usage que vous allez être obligé d'employer, c'est des solutions déjà intégrées. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur PowerPoint, il y a une nouvelle possibilité, c'est que vous êtes capable de traduire instantanément vos documents dans une langue. Moi, ça m'énerve de voir des stagiaires qui arrivent et qui me disent « j'ai besoin de 3 jours pour traduire ton document ». Et pourquoi tu ne cliques pas sur le bouton? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Microsoft, Google, enfin, tous les grands GAFAM sont en train de se mettre à la guerre sur comment est-ce qu'on rend l'IA accessible via des petites features qui, pour vous, vous ne savez pas que c'est de l'intelligence artificielle, mais ça en est. Donc, s'il vous plaît, regardez les outils que vous avez au quotidien. Microsoft Teams vous fait des comptes rendus automatiques de réunions et vous propose de caler les réunions d'après. Donc ça, c'est des petits trucs. Même si vous n'aimez pas l'IA, s'il vous plaît, juste renseignez-vous sur les outils et toutes les magnifiques choses que vous pouvez déjà faire avec des solutions intégrées. Enfin, moi, en tout cas, ça, tous les jours, c'est IA. Je vous montre un autre exemple sur des solutions un peu plus spécifiques. Alors, je n'ai pas mis des compétiteurs à toi, parce que j'en utilise des fois de temps en temps, mais aujourd'hui, une application gratuite que j'utilise très souvent pour faire relire des règles de jeux de société. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des joueurs de jeux de société, je sais qu'il y en a quelques-uns ici. La principale difficulté pour les joueurs, c'est de comprendre les règles, des foutus, et c'est de les expliquer à d'autres personnes. Les deux problèmes de difficulté. Et en fait, je pense qu'à Asmodée, une entreprise, on a pour mission de simplifier les règles parce que c'est le premier truc qui casse les pieds quand on fait des règles. Et donc, on peut simplement intégrer des règles dans Hemingway App, qui est une application gratuite en ligne qui existe depuis avant le Covid, que je faisais déjà. Et en fait, l'algo va vous dire dans votre texte les tournures passives, les phrases trop longues, tous les problèmes rhétoriques qu'on peut avoir, même le niveau de langage. Alors, on ne le voit pas beaucoup ici, mais ici, il y a marqué Grade 6. Donc ça, c'est le niveau d'éducation de l'enfant. Et moi, quand j'ai des règles comme Gloomhaven, qui est un gros jeu bien touffu,
qui fait 70 pages, les règles du jeu, hein, pour information, et que le niveau c'est PhD, enfin, je rigole, c'est à peine ça, ça te pose un problème de comment est-ce qu'on s'adresse à nos joueurs. Donc Hemingway App, c'est une parmi des dizaines de solutions spécifiques, donc analyse de texte pour vous écrire, que j'utilise tout le temps. Et il y en a plein. Toi, tu as aussi une solution spécifique de lecture des émotions, mais en vrai, quand vous avez une problématique, si vous êtes un peu malin, vous allez trouver une solution adaptée pour votre cas et aller beaucoup plus vite. Je vous présente très rapidement un troisième cas, qui sont les solutions génératives. Alors moi, je vous explique comment je les utilise, c'est un peu béton. Mais en gros, dans mon temps libre, je fais du dessin, je fais des sculptures, je fais des conneries comme ça. Là, j'utilise Adobe Illustrator, Midjourney, je peux faire Stable Diffusion parce que je l'ai à la maison. Et du coup, moi, je fais des ping-pong avec l'algo jusqu'à ce que je sois content, puis je retravaille, etc. Donc, c'est pas l'IA qui génère. Je préfère l'avoir sur mon PC pour pas qu'on me le pique. Mais en tout cas, je vais faire un travail de recherche, j'itère, Et en fait, en tant que designer, en tant qu'illustratrice, je me sens pas en compétition. J'ai juste un outil sous les mains qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Alors après, éthique, moi, je vends pas mes trucs, hein, donc j'ai pas de problématique de droit d'auteur, mais en tout cas, ça m'inspire, ça me permet de faire des visualisations de choses que je mettrais 4 ou 5 heures à faire, en 2 clics, c'est fait, quoi. Donc, j'utilise aussi des outils génératifs, comme pour les textes. Des fois, ça m'arrive, j'avoue. Prompte-moi, donc je prompte. Écris-moi un mail à mon patron pour dire ce que j'aurais dit comme ça, mais en 300 mots. Et ça, maintenant, c'est une obligation que je donne à tous mes stagiaires. Si leur email fait plus de 300 mots, tu passes par ChatGPT pour me le réduire, jusqu'à ce qu'il soit assez succinct. Et je sais qu'il y a pas mal de problèmes avec des personnes qui sont très dans la recherche et dans la data à synthétiser les informations. Bah, tu mets ton mail dans ChatGPT, tu le réduis, et en vrai, les gens vont tout vous dire « Waouh, les progrès en communication, ils sont énormes ». Je vais juste utiliser l'intelligence artificielle. Et je vous présente juste un troisième outil que j'utilise beaucoup. Moi, j'aime bien développer mes propres GPTs. Alors, c'est pas compliqué. Oui et non. Oui et non. Comprendre tout ce qu'il y a derrière, c'est compliqué. Par contre, ils ont fait quelque chose d'assez simple pour que n'importe qui sait lire peut réussir à faire quelque chose avec un GPT. Donc là, moi, j'ai développé un outil qui me permet de faire, à partir d'avis utilisateurs, que ce soit sur un questionnaire ou d'avis, qui me permet de distinguer dans un produit qu'est-ce qui est un prérequis sur le produit, genre si c'est pas fait, c'est mort, sortez pas le produit. Qu'est-ce qui est un bonus, c'est la cerise sur le gâteau, et si ça y est pas, c'est pas grave. Et de ce qui est un moteur de décision. Donc grâce à un petit algo que j'ai codé en 2 heures maximum, j'ai un GPT, ce qui me permet, j'intègre directement toutes les informations et je peux savoir qu'est-ce qui est un prérequis, un moteur, ou vraiment séparer les features entre elles. Et ça, franchement, ça m'a pris quelques heures. Je crois qu'il est dispo. Si vous avez ChatGPT payant, vous pouvez l'utiliser, c'est gratos, pas de problème. Et je vous montre juste un dernier cas, et après j'arrête de parler, sur comment je crée des personas en 2-2. Et vous allez voir la comparaison avec la réalité. J'adore utiliser AdjointGPT, parce que déjà, il est gratuit, et surtout, il explique étape par étape ce qu'il faut faire. Et ça, c'est extrêmement intéressant qu'on est étudiant ou novice ou en reconversion, ou qu'on ne connaît pas une méthodologie de A/B testing, parce qu'il va vous décortiquer de manière très minutieuse. Je veux faire un persona, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas scraper les sites qui parlent du produit, tu vas aller les séparer, tu vas aller les regarder, tu vas aller les décrire. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut faire soi-même chacune des étapes. Ou on peut même demander à l'algorithme de faire chacune des étapes sans les résultats. Et je termine juste en vous montrant un résultat. Donc là, je leur ai demandé, puisque j'ai travaillé 10 ans chez Decathlon, dans la recherche du sportif, donc je les connais quand même plutôt pas mal. Et je leur ai demandé, fais-moi un persona d'un gars qui fait du crossfit. Et ici, vous avez en vert tout ce qui est absolument vrai, vérifié par 10 ans de recherche. En jaune, et parce que je suis un peu chiante, tout ce sur quoi je peux aller un peu titiller l'algo en disant c'est pas précis. Par contre, il n'y a pas de rouge. 0 rouge là-dessus. Alors des fois, ils se trompent un peu. Sur les joueurs de Catan, qui est un jeu de société assez connu, il m'a sorti qu'ils adoraient faire des compétitions de Catan. Et en fait, c'est 1% des joueurs Catan qui font de la compétition. Donc il peut y avoir des loupés. Mais si vous voulez déblayer le terrain en recherche, ça vous donne quand même une bonne indication pour commencer et pas reprendre from scratch depuis le début et vous emmerder avec des heures et des heures. Ça déblaye facilement le terrain et ça vous indique les étapes à suivre pour la suite. Donc voici, c'est les 4 usages principaux que j'en fais. Et encore une fois, l'IA, moi, c'est tous les jours. Et là, je recrute des stagiaires en IA, des stagiaires en data, parce que c'est vraiment sur le métier du researcher la clé aujourd'hui pour être efficace en tout cas dans mon job. Voilà, excusez-moi. Non, c'est parfait, merci. Alors, Jocelyn, maintenant, la même question sur l'IA. Comment tu l'as introduite dans l'équipe, dans ton travail au quotidien? Alors, pour le coup, j'ai de la chance, j'ai une équipe qui est assez curieuse, donc ils font énormément de tests sur les différents types d'IA que l'on voit. Donc,
Pour ma part, je crois que GPT n'est jamais éteint de mon côté. Il y a un usage très simple justement sur l'IA. Après, je vais prendre des pincettes sur la partie IA générative, parce que pour moi, l'IA générative, elle est vraiment dédiée pour la création de contenu. Donc, que ce soit du contenu visuel, du contenu textuel, vidéo. Donc, je vais passer aussi sur... En gros, pour moi, voilà, l'IA générative, c'est une IA qui est une sous-catégorie globale d'un ensemble, justement, dans le monde des IA. Donc, on a les IA qu'on appelle développées ou appliquées. Donc là, on retrouve justement tout ce qui est de la brique de computer vision qu'on a vu avec Felipe. Donc, tout ce qui est analyse, justement, par caméra. Donc, ça peut être des émotions, ça peut être oui, des flux de parcours, des gestuels, ce genre de choses. On a le langage naturel. Donc, toute la partie langage naturel, c'est tout ce qui est autour de l'interprétation, la gestion humaine. C'est assez couplé justement entre les deux, dans le cas de Felipe, voilà, où on retrace justement ces différents types d'émotions. Le virtuel, l'assistant virtuel, avec justement les cas que l'on a vus avec Lydie tout à l'heure. Donc, tout ce qui est interaction. Donc, comment vous allez interagir potentiellement avec un système vocal. On peut prendre les systèmes Alexa, par exemple, pour faire très simple et pour parler à tout le monde. Voilà, c'est comment l'IA va interagir avec vous et surtout comment, vous allez interagir avec elle. Donc, l'IA enregistre et intègre les informations, les mouline, et voilà, c'est comment vous manipulez cette IA-là pour qu'elle puisse vous restituer cette donnée-là. La Robotic Process Automation, donc le RPA, donc là-dessus on va le retrouver principalement sur des modèles un peu plus bancaires, sur comment on peut essayer d'automatiser l'analyse financière, la gestion des échéances, les mails, les dates potentiellement, voilà, toute la partie des crédits, des dépôts, des dépenses, ce genre de choses. Donc l'IA viendra justement automatiser pour vous restituer ce type d'informations en direct, pour que vous puissiez maîtriser potentiellement vos différents impacts financiers. Et tout ce qui est brique machine learning, donc là c'est l'apprentissage continu. Je prends un cas assez on va dire d'ordre commun, qui est les séries. Je pense que beaucoup d'entre vous regardent des séries sur des systèmes de streaming, je ne vais pas forcément les citer, mais potentiellement vous verrez que des séries sont proposées, pas forcément non plus dans les thématiques que vous souhaitez. Par contre, elles répondent à des critères bien spécifiques. La manière dont vous regardez les séries, à quel moment vous les regardez, la durée des séries, est-ce que vous les cutez ou pas, voilà, ce genre de choses. Et donc moi je sais que par défaut, moi, ma plateforme me propose principalement des séries qui sont entre 6 et 13 épisodes, qui touchent un peu à tout, hein, pas forcément de ce que j'ai envie de regarder, mais vu que le modèle est cadencé pour que je puisse regarder ça, c'est vrai que j'ai plus d'attention à regarder ce type de modèle, et au final ça me permet, voilà, d'ouvrir un peu mes chakras sur pas mal de sujets que je n'aurais pas forcément regardé si c'était des épisodes de 24 ou plus. Après, je vous ai fait une petite synthèse sur les informations qui sont dessous. J'ai fait pas mal de recherches sur qu'est-ce que était, entre guillemets, la projection de l'IA et comment le designer allait s'intégrer dedans. Donc ça reprend énormément d'informations de McKinsey, de la Tribune, du Digital, les Échos et autres. Donc c'est listé sur le slide précédent. Et en fait, voilà, j'ai essayé de voir quels étaient les rapprochements entre toutes ces parties-là. Donc, d'ici 2030, à peu près, on va dire qu'il y a à peu près 70% des entreprises qui auront intégré justement l'IA au cœur de son dispositif. Donc, ça soit pour faire des ventes, ça soit pour faire aussi, certains pour faire, aussi de l'organisationnel interne. Par contre, moins de 35% auront intégré les 5 piliers. C'est-à-dire qu'on sera quand même sur des fragments d'IA qui vont être intégrés petit à petit. Pour vous donner un ratio, l'IA d'un point de vue mondial en 2030 est estimée à peu près à 16% du PIB mondial. Ça paraît énorme.
En fait, pas tellement, c'est à chaque, entre guillemets, à chaque nouvelle technologie, c'est à peu près le pourcentage qui est appliqué. Donc là, on a une cadence à peu près de, je crois que c'était de 1,2, voilà, d'augmentation par année. Là, on est sur une croissance faible au démarrage. Pourquoi? Parce que les entreprises, ça leur demande énormément d'investissement au démarrage. Après, voilà, je pense que d'ici 3-4 ans, on devrait avoir un trend qui est assez conséquent. L'impact de l'IA. Alors, il y a 2 pays qui investissent massivement, les USA et la Chine. Il va y avoir des impacts positifs, donc principalement pour les pays développés. On estime que des bénéfices économiques de 20-25% pour les pays développés. À l'inverse, ça va aussi accroître justement le décrochage entre les pays. Donc pour les pays qui sont en voie de développement, on estime entre 5 et 15%. Donc en fait, on va avoir encore des écarts qui vont être encore plus gigantesques entre les différents types de pays. Et les pays en cours de développement ou qui sont en train de mettre en place justement tous les systèmes informatisés et la digitalisation massive, sont en train surtout de regarder comment ils peuvent trouver des alternatives à l'IA d'un point de vue économique, voilà, pour essayer de pallier un peu tout ça. Alors, celui-ci, c'est un graphe que j'ai sorti de McKinsey. Donc, les extrapolations par secteur potentiel, justement en termes d'activité. Donc là, c'est en fait, c'est un rank, justement, d'investissement des domaines d'activité qui utilisent le plus ou qui vont utiliser le plus l'IA. Donc on retrouve en premier l'high-tech, la banque, les domaines pharmaceutiques, donc tout ce qui est recherche. Et on descend justement sur un modèle d'éducation à eux. Donc tous ces rapports, ils sont disponibles en ligne, ils sont gratuits, voilà, pour permettre de voir justement aussi en fonction du domaine d'entreprise dans lequel vous êtes et vous travaillez, aussi la projection potentielle en fonction de votre service, ou est-ce qu'il va y avoir, justement, vous allez être sujet à travailler un peu plus sur les modèles d'IA. C'est pas mal en termes d'information d'un point de vue designer, c'est de se dire quel va être justement le service potentiel si je veux travailler l'IA, dans quel type de domaine je veux travailler l'IA, et donc arriver à cibler les secteurs d'activité et les domaines et les secteurs internes aux entreprises pour pouvoir le mettre en place. Pourquoi j'ai mis un marqueur ici sur la R&D pharmaceutique? Simplement pour vous donner une idée, c'est que l'IA en l'état, ça c'est des projections. Par contre, il y a des éléments que l'on trouve aussi sur le marché, donc c'est des informations qui sont passées sur les échos et sur Boursorama. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, dans la R&D, on retrouve le laboratoire Moderna qui a signé un partenariat avec GPT-4, justement sur toute la recherche ANR, en avril dernier, et c'est tombé aussi le 21, d'ailleurs le jour de l'annonce d'Emmanuel Macron, Sanofi a signé justement aussi un partenariat avec OpenAI pour le développement pharmaceutique et la recherche en pharmaceutique. Donc en fait, les entreprises sont déjà en train d'investir avec des partenaires justement qui sont entre guillemets des acteurs clés autour de l'IA. Donc en fait, ça c'est de la projection, mais le schéma est en train d'être mis en place. À l'inverse, en dernier, on a le service public et tout ce qui est service social, où l'IA sera entre guillemets projetée comme très peu, alors on va dire avec un taux très faible d'utilisation. Donc là, on se retrouve un peu dans les modèles un peu patriarcales, entre guillemets, les organisations à l'ancienne. Et l'idée, voilà, c'est de voir aussi, justement, est-ce que l'IA dans ce type de domaine peut être intéressant. Parce que du coup, tu parlais de santé, du secteur de la santé, et du coup, je voulais rebondir là-dessus, avec Lydie, notamment, ce que tu as mis en place avec l'IA médicale, avec tout ce que tu as mis en place, et je ne sais pas si tu voulais nous en parler un peu plus. Bah oui, avec plaisir. Oui, société, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Voilà. C'est un sujet qui est plus compliqué. Pourquoi on l'a choisi? Parce que quand on s'est ouvert, c'était 15 jours avant le Covid. Il faut savoir que dans mon parcours artistique, j'ai fait 10 ans de suivi en psychiatrie légale. Des personnes qui étaient
en prison et qui avait une obligation de soins en SNPF. Donc, c'était mon sujet de master en cinéma, de master en art plastique. Et donc, quand il y a eu le Covid, je me suis dit que j'allais utiliser le réseau que j'avais eu, et notamment mon histoire personnelle. Moi, j'ai une grand-mère qui s'est suicidée parce qu'elle a Alzheimer. Donc, quand on a voulu réfléchir à comment mettre la technologie et l'intelligence artificielle en mode good tech et non pas juste avoir un logo, on a réfléchi à comment rendre ça utile. Et donc notre objectif, c'est de se dire, moi je pense que le langage c'est la première interaction humaine qu'on a, qui est la plus simple. Je suis complètement d'accord sur tout ce qui est détection des émotions. On n'a pas pris ce parti pris là pour aller par là parce que effectivement il y a plein de théories et je ne savais pas laquelle choisir. Donc nous, notre objectif, c'est de fabriquer des outils conversationnels, donc des chatbots qui vont être experts et qui vont favoriser le bien-être mental, l'épanouissement et la résilience dans différentes sphères de la vie citoyenne. Donc sur la slide d'après, il y a des bots qui sont en cours. Aujourd'hui, on a une quinzaine de bots, 4 bots experts. Ce qui est intéressant, c'est que donc on est les premiers en Europe à avoir mis en place des chatbots boostés à l'IA générative. Et normalement, je touche du bois, vous n'avez jamais entendu parler de moi. Ça fait 1 an qu'il tourne, je n'ai insulté personne, je n'ai donné de mauvais conseils à personne. Parce que technologiquement, c'est exactement ce qu'on disait tous tout à l'heure, on a développé des architectures qui utilisent d'autres typologies d'algorithmes et qui permettent d'avoir des plateformes sécurisées. Donc là, je ne vous l'ai pas mise, mais c'est pareil, si un jour vous voulez des démos, on est toujours très content d'avoir des retours de personnes qui sont moins à l'aise peut-être avec l'IA parce que ça nous permet d'optimiser la plateforme et qu'aujourd'hui les développeurs l'ont un peu développé pour l'outil, donc elle a la complexité d'un cerveau qui n'est pas toujours très bien rangé. Mais ça fonctionne. On a 4 bots, on a fait le lancement à Divatex de notre compagnon digital Cathy, donc qui est consacré au cyberharcèlement et au harcèlement scolaire. Celui-ci c'est Alice, donc c'est le chatbot des aidants. Donc, c'est l'outil dont j'aurais eu besoin quand j'ai accompagné ma grand-mère. Aujourd'hui, si vous avez eu à faire des recherches en ligne, alors on vous dit c'est 3 clics sur Google. Globalement, c'est pas 3 clics. Quand vous voulez savoir à quelle aide financière vous avez le droit, à quelle aide de parcours vous avez le droit, qu'est-ce qu'un FLIC, qu'est-ce qu'un CCS. Parce que souvent, dans le médico-social, quand vous arrivez, quand vous êtes les tech, les markets, on vous dit ah non, il n'y a pas d'acronyme. Il se pose et puis au bout de 3 minutes, il vous sortit 3-4 acronymes. Hier encore, je parlais avec une psychologue, elle me dit oui, mais Lydie, ça y est, c'est déployé à Lille sur le CRT. J'étais là, mais c'est quoi un CRT? Et ben, c'est un centre de ressources techniques donc pour le médico-social. Et donc notre idée, c'est d'avoir 4 modules. Le premier, c'est informer en quelques clics, et je suis désolée pour la faute de frappe, sur les ressources. Donc aujourd'hui, on a une base de données qui est structurée, qui permet d'avoir accès sans rentrer de données personnelles. La deuxième, c'est avoir des réponses personnalisées. Donc l'idée, c'était de fournir des réponses aux questions 9 challenges des aidants. Et le troisième, c'est un coach. Donc on a utilisé des thérapies brèves cognitives et on a fine-tuné des modèles qui permettent justement d'apporter un soutien, en fait, le temps d'être pris en charge par un psychologue. Parce qu'en moyenne, c'est 3 à 6 mois. Et on a rajouté en plus des éléments, notamment des visios. Animé par des psychologues parce qu'on voulait montrer qu'un groupe de parole à distance c'était aussi possible. Donc ça c'est celui-ci. Le second justement donc c'est Obi. Obi il a été sponsorisé par la métropole Lyon. C'est un projet qui est vraiment très intéressant parce qu'il va nous permettre de faire travailler des équipes et de leur apprendre qu'est-ce qu'un process de design, pourquoi il faut vraiment investir en amont dans le déploiement d'algorithmes, quelle que soit la typologie, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle prédictive. Si la data en base elle est pourrie, la prédiction elle est pourrie. Il n'y a pas de miracle, c'est pas magique. Donc vraiment ces éléments-là étaient importants. Aujourd'hui, il accompagne les étudiants de Lyon et notamment la métropole de Lyon dans le cadre de quelles sont les opérations communication qu'on va faire sortir. Donc en fait, notre objectif, c'est de détecter des problématiques, faire des analyses et dire ce mois-ci, la problématique des étudiants, c'était ça, ça, ça. Donc ça, c'est un projet qui était vraiment intéressant. Et le dernier, donc c'est le Cogitoscope, c'est la slide d'après. Je voulais vous passer à un projet qui est unique. Aujourd'hui, on est le seul bot qui parle de ce qu'on appelle le chemobrain. Donc c'est 75% des patients sous traitement anti-cancer vont ressentir des troubles neurocognitifs.
Aujourd'hui, les médecins n'en parlent pas parce qu'ils ont peur que les gens abandonnent leur traitement ou aient plus peur de la chimio, donc c'est complexe. On s'est rendu compte que ça impactait réellement la vie, notamment sur les personnes jeunes, parce que du coup, la reprise de son travail va être complexe. Et on veut que ce soit démontré comme un handicap invisible. Donc notre mission qui a été confiée, on est le premier consortium qui a répondu avec un centre de recherche de neurosciences à un hôpital, la métropole, pour développer en 7 mois un agent conversationnel dédié à ce trouble-là. Donc on l'a fait, et ce qui a été intéressant, c'est qu'on a intégré des patients partenaires. Je ne sais plus quand, mais en gros, je me suis formée dans l'accompagnement des patients partenaires parce que je me suis dit que si je voulais adapter la manière dont je fais du design en market à la santé, il fallait que je puisse animer et décliner mes ateliers de manière à ce que ce soit compris par des personnes qui ont des troubles neurocognitifs, qui sortent d'un parcours de soins, comment c'est organisé. Et donc la table que vous voyez, c'est la mesure d'impact des tests de SWOT. Aujourd'hui, le commentaire qui nous a fait le plus plaisir, c'est, je les ai mis après dans les retours utilisateurs, mais c'est j'ai pu poser toutes mes questions sans passer pour une folle. Et je dis souvent, IA médicale pourrait s'appeler IA militante avec un E, parce que les aidants, c'est des aidantes. Les personnes à qui on dit non, mais c'est normal, c'est dans votre tête, si vous regardez, il y a beaucoup de femmes autour de la table. Une femme qui est malade d'Alzheimer, elle va mettre 10 ans à être diagnostiquée si elle a moins de 60 ans, parce qu'on va lui dire qu'elle est dépressive, alors que la dépression, c'est un des symptômes. Et notre objectif, c'est vraiment d'être la brique qui permet de réconcilier un petit peu le parcours de soins entre le domicile, le médecin de ville et l'hôpital. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'était complexe et que le côté très organisé du médico-social est assez top-down et les gens ont de moins en moins de temps. Et donc, on est en train de développer de plus en plus de bots qui permettent, en gros, de mesurer votre parcours de soins pour qu'on arrête de dire « Ah, il ne veut pas prendre son médicament ». Ouais, globalement, vous n'avez pas forcément pris le temps de lui expliquer à quoi servait son médicament. Et effectivement, moi, j'ai une maladie chronique. Dès que ça va mieux, j'arrête de... C'est mathématique. Donc, j'ai besoin d'avoir un dispositif qui me permet de me rappeler pourquoi je dois. Et donc, juste pour l'élément technique, c'est la slide d'après. Donc, c'était un peu le challenge qu'on avait. Et donc, on a été la première promotion en général Microsoft sur le médico-social. Et notre objectif, c'était vraiment de décrocher ça parce qu'on voulait avoir des serveurs AIS pour pouvoir développer la brique plutôt médicale et moins bien-être. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos bots n'ont pas d'hallucination, c'est qu'on se paluche des corpus entiers. Et qu'on réécrit et qui permettent, on ne veut pas des bots qui répondent à tout, on veut vraiment des bots qui permettent une recherche d'informations dans une base de données fiable et mise à jour. Et c'est le gros de notre plateforme. Et c'est aussi ce qui permet derrière de générer des réponses fluides, des contenus. Et en fait, l'IA générative, c'est Jocelyn, je ne vous vois pas, mais je crois qu'il vous disait tout à l'heure, je m'en sers pour générer des contenus. Voilà, effectivement, on s'en sert pour générer des contenus, mais c'est pareil, c'est n'importe quelle IA. Ça reste un outil, il faut savoir s'en servir. Il faut qu'il soit pris dans une solution et pas laissé tout seul. Il faut qu'on surveille ce qui va en rentre et ce qui en sort. Et donc la slide d'après, c'était les retours utilisateurs sur les différents bots. Donc une des choses qui a été rigolote, c'est qu'à la base, on ne pensait pas du tout que les médecins généralistes allaient s'en servir. Et en fait, pour eux, c'est du gain de temps. On a des pharmaciens aujourd'hui qui nous appellent, des infirmières, qui nous disent, voilà... Le diagnostic est tombé, j'ai la personne qui arrive dans mon bureau, je ne sais pas quoi lui dire, maintenant je peux lui donner un flyer pour Alice et le mieux que j'ai eu c'est ça me permet de faire de la prévention alors qu'avant j'entendais que la personne avait des dépenses. Parce que je ne connaissais pas les associations, je ne savais pas qu'on pouvait faire ce genre d'éléments et que parfois pour avoir un psy c'est plusieurs mois. Donc voilà, nous on est en optimisation continue, on travaille aujourd'hui avec une quinzaine d'experts qui viennent de milieux différents. Et c'est la beauté quelque part qu'a apporté l'IA générative, c'est que comme tout le monde a tripoté ChatGPT, même si ça a fait des choses pas bien, tout le monde a une idée du potentiel de l'outil et c'est une manière comme une autre de faire de l'éducation. Et juste pour finir, faites juste attention à si c'est gratuit, c'est quoi le produit. Quand vous utilisez des outils d'IA générative, aujourd'hui, la plus grosse problématique, donc ça, c'est hors de ma presse, mais en gros, c'est comment on va trouver de la data qualifiée. Je ne sais pas si vous avez vu, on vient de sortir 4 GPT-O en gratuit. Une des raisons pour laquelle, et c'est une hypothèse de ma part, mais il y a des badges qui sont sortis sur LinkedIn. Je ne sais pas si certains l'ont vu dans la salle. Mais en gros, vous pouviez devenir Tech Voice LinkedIn en répondant sur un petit questionnaire.
Et en fait, l'objectif, c'était d'avoir des réponses experts pour fine-tuner des modèles d'IA. Sauf que qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris GPT qui était gratuit, donc ils ont pris le 3 et le 3.5 pour générer des contenus très peu quali qui ne permettent pas du tout d'améliorer GPT-4. Alors que si maintenant on met GPT-4 Pro, les gens vont continuer à générer plein de contenus, mais au moins on a une expertise parce que voilà, la vraie prochaine étape, c'est le corpus et c'est comment on va faire pour rendre ces outils plus efficaces, plus importants. Et nous, dans nos prochaines étapes qu'on est en train de faire, c'est on a un bot qui vient de sortir sur la prévention du burn-out. Et l'objectif, c'était tout ce qui est décliner des entretiens motivationnels pour permettre des stratégies. C'est quelque chose qui a été demandé. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est hyper intéressant ce que vous faites, mais finalement, je suis un peu frustrée parce que je voudrais faire du jeu de rôle avec mon chatbot. Et on s'est dit, le jeu de rôle, c'est un peu complexe, donc là, on est en train de travailler sur du renforcement positif plutôt. Et la dernière slide, c'est qu'est-ce qui fait la différence sur tous nos produits et pourquoi il n'y a pas de métier menacé. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout ce qu'on a fait, c'est la puissance de la collaboration. Là où on est tous beaucoup plus forts, c'est le partenariat IA-humain, quelle que soit l'IA, générative, prédictive, analytics. Il faut bien qu'elle traite de la donnée, que cette donnée soit analysée, que soit remise dans son contexte. Et je pense que c'est ça qui va permettre derrière d'avoir des engagements et des éléments qui sont intéressants. Et tu peux t'arrêter là pour la fin. Le reste, c'est apparemment qu'il y a des questions sur la partie éthique, mais la slide d'après, c'est vraiment où c'est hébergé et comment c'est fait. Plus pour rebondir sur l'éthique, je voulais savoir si tu avais vu la fameuse série sur Disney, Un meurtre au bout du monde. Pas encore. Ah. Je n'ai pas de stand pour regarder les séries. Mais justement, parce que là, l'IA devient thérapeute. Et du coup, je ne sais pas si certains dans la salle l'ont vu. Est-ce que certains dans la salle l'ont vu? Un meurtre au bout du monde sur Disney. Regardez-le, l'IA devient thérapeute et l'IA tue. Mais alors, je vais dire la même chose. Mais du coup, c'est intéressant que Disney ait repris ça, justement. Mais non, mais parce que c'est ce qui marche. Tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Donc on était au salon Disatech pour le lancement de Creative. Et donc on a eu un reportage avec Hugo Décrypte. Donc on savait, et je n'ai pas retouché le montage. Je voulais justement voir le langage de la communauté et ce qui m'intéressait, c'est les commentaires. Et en fait, il y a deux choses. L'IA ne remplacera pas l'humain, mais penser que l'IA n'a pas d'empathie, ne peut pas la simuler, c'est une grosse connerie. Vraiment, il faut arrêter avec ça. Et il y a plein de moments où il y a des humains qui tuent des humains dans plein de raisons. Et du coup, je ne comprends pas enfin, tu vois, quand je commençais mes premières comptes, maintenant le film il est trop vieux, j'ai arrêté. T'avais Ex Machina. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. En gros, c'est Zuckerberg like avec enfin voilà, il fait un super Android et puis un jour l'Android il se met à penser par lui-même et à tuer des gens. Je pense que c'est le premier métier qui est menacé, c'est les médias. Et c'est une réalité. Pas parce que je pense qu'ils ont enlevé l'humain. Aujourd'hui, tu as énormément de trucs qui sont extrêmement putaclic, et je suis désolée, j'ai pas de termes là-dessus, au niveau du langage. Et on voit, en fait, à force d'avoir fait des shorts, d'avoir fait des choses, forcément, une machine, elle peut copier et elle peut simuler. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est mon côté A. Il lisait une phrase de Serge Tankian, qui est le chanteur de System of Down. Je ne sais pas si y en a qui connaissent. Mais il a parfaitement verbalisé un truc que j'arrivais pas à expliquer. Donc moi, j'ai fait plus d'art dans ma vie, en carrière, en exposition, en langue d'artiste, j'ai 3 trucs. Enfin voilà, je travaille vraiment là-dedans depuis très longtemps. Et j'ai vu arriver l'IA avec soulagement parce que je me suis dit, enfin, on va reconnaître le travail de l'humain. Et l'art va reprendre sa place. Et je vais vous donner un exemple flagrant. Pour moi, Georges Lucas, il fait du divertissement. Il a reçu une palme. Cronenberg, il fait de l'art. Les gens ont trouvé son film très compliqué. Et en fait, l'IA, elle peut amplifier du divertissement et des choses extrêmement codifiées. Par contre, faire de l'art avec de l'IA, ça va demander beaucoup plus de temps. Parce que derrière, il faudra, qu'est-ce que mon engagement, il faut ses propres datasets. Enfin, voilà, Manu, elle en parlait, on a des gens qui pratiquent un peu, on a des tables de diffusion à la maison, déjà pour la propriété intellectuelle, pour pouvoir le fine-tuner avec ses propres photos, et pour pouvoir vraiment l'utiliser en mode, je veux générer des choses complexes. Mais voilà, moi, ce côté l'IA déraille ou pas,
je pense qu'on va avoir plein de films. Enfin, il y a 34 films qui sont sortis l'été dernier sur ce sujet, et on va en avoir peut-être 10 cette année, quoi. Merci. Alors, pour continuer avec l'IA, qu'est-ce que l'IA ne fait pas, mais que vous auriez aimé qu'elle fasse? Manu. Dans la cuisine, non, l'IA, en fait, aujourd'hui, c'est un excellent assistant. Mais moi, j'ai besoin de faire des ping-pong avec des vrais gens pour réfléchir et pousser la réflexion, l'analyse, et pour après mettre en place l'IA. Donc, toute la partie réflexion en amont sur un projet, aujourd'hui, je pense que l'IA ne fera pas. J'aurais bien aimé. Mais du coup, c'est toute la richesse d'un projet. Donc, je sais pas, je suis un peu ambivalente par rapport à ça. Et en cuisine, qu'est-ce qu'elle faudrait qu'elle fasse? Ça, c'est une question vaste parce que je pense que avec l'arrivée de la robotique, l'IA va faire pas mal de choses, énormément de choses pour nous. Et donc, ça va forcer, je sais Anthony, qu'on ne peut pas toucher la question géopolitique ni rien, mais je suis certain que l'IA, on est en face d'une révolution 10 fois plus grande que la révolution industrielle du début du XXe siècle. Je pense que tout va changer. Et sur tous les systèmes économiques, il va y avoir muté, il va y avoir transmuté. Je ne sais pas si on sera après. Mais qu'est-ce que je voudrais qu'il y ait fait pour moi? C'est, je pense que c'est, comme Manu dit, toute la partie réflexion, ça, on ne pourrait pas la remplacer pour l'instant, ça va arriver rapidement. Donc il va falloir vraiment, c'est pour ça la question, nous en tant que société, et comment on va limiter certains aspects de l'utilisation de l'IA. Et ça, c'est une question qu'on se pose au sein de Datos parce qu'avec ce qu'on fait en Datos, on arrive à détecter une précision des émotions qui sont vraiment étonnantes. Et c'est ça qui nous a permis, par exemple, l'année dernière, on a gagné un prix d'innovation au CES de Las Vegas, aux États-Unis, parce qu'on a été un des plus bluffants au niveau des plus étonnants au niveau des robotiques, des sciences médicales, parce qu'on touche vraiment une couche de l'humain qui n'est pas aujourd'hui présente. Et ça me fait peur, parce que ça va donner au robot des visions. Et après, on aura des questions d'empathie, des questions de morale, et des questions qui sont très très intéressantes à se poser. Et je pense que là, ça va passer rapidement cette conversation à ce niveau. D'accord. Je ne sais pas si tu as choisi le meilleur pour répondre à cette question, mais alors pour moi, c'est pas qu'est-ce que l'IA ne fait pas. Je pense que c'est qu'est-ce que l'humain ne fait pas. C'est aussi. Et non, mon point d'interrogation, c'est en fait, j'ai quelque chose qui me gravite en tête depuis un petit moment, mais en termes de réflexion un peu personnelle, pour le coup, c'est de me dire que en fait, qu'est-ce que l'on est nous? Si on extrapole, entre guillemets, on est des IA. En gros, on interagit dans un environnement, on vient capter les informations, on vient les travailler la matière, on vient, notre cerveau, c'est une base de données. Donc en fait, si on extrapole, on est des IA dans un monde, et on a créé des IA pour nous aider, donc pour aider à accélérer un peu tout ça. Donc, alors, j'ai pas envie de demander alors qu'est-ce que l'IA peut faire, j'ai envie de me dire qu'est-ce que nous on peut faire pour essayer de créer peut-être des choses un peu plus pertinentes sur le marché, parce que c'est un peu la trajectoire là pour la présentation de GP, de me dire que dans l'idée, il y a beaucoup d'IA qui commencent à être implémentées un peu partout. Ces IA répondent à des besoins pour créer du commerce, ce genre de choses. Il y a des IA qui sont dédiées à la performance énergétique, voilà, par exemple. Donc, le seul hic, c'est que pour travailler depuis pas mal d'années, par exemple dans ce domaine-là, la performance énergétique, si on se base sur un de l'IA, les informations qu'on vient capter, pour ma part, je pense qu'on n'en saisit pas assez. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on vient capter, entre guillemets, les températures, ce genre de choses, votre appartement, le nombre de personnes qui est à l'intérieur, ce genre de choses, et pour vous permettre d'optimiser un peu tout ça.
Si j'extrapole encore plus loin, pour moi, il faudrait qu'on le corrèle aussi à des systèmes boursiers pour voir justement les fluctuations en termes de cours et d'investissement autour des coûts de l'énergie. Si on va encore plus loin, parce que c'est l'univers qui est un peu comme ça, mais se dire, il faut aussi étudier les flux de parcours dans les villes, voir les zones de chauffe qui sont générées par ces flux de parcours. Si on va encore un peu plus loin, se dire la topographie, si on prend par exemple une plaine un peu comme un Montpellier et on le compare à une cuvette qui est par exemple Grenoble, donc les zones de chaleur ne sont pas du tout les mêmes. Donc voilà, donc il faut arriver à capter ces types de données. Par contre, là où je rebondis aussi sur ce que disait Lily, c'est de se dire, le but c'est de créer entre guillemets des scénarios. L'IA c'est de la projection de scénarios. Mais c'est la viabilité des données que l'on vient appeler. Si on ne fait pas forcément attention aux données que l'on appelle, votre IA ne servira à rien, et à l'inverse, vous simulera on va dire, des scénarios un peu bancals, justement sur ce type d'aspect. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment ça la notion, c'est de recentrer justement le sujet, non pas sur l'IA en tant que tel, mais sur le rapport que nous, on a avec l'IA. Merci. Du coup, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que moi, j'arrive pas à trouver ce qu'elle fait pas. Par contre, ça me fait peur et je trouve que c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de bruit et c'est peinant. Parce que pour moi, l'IA fait rien. Enfin, elle se lève pas le matin en ayant un quelconque pouvoir de décision parce que ça reste un algorithme statistique. Et c'est vraiment cette notion de comment on peut faire pour qu'elle fasse moins peur. Parce que finalement, il y a une responsabilité des designers vraiment très forte. Parce que c'est, typiquement, le choix d'une interaction chat avec un modèle de langage, on a vu toutes les problématiques que ça posait en termes de feedback, etc. Et je pense que, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle fasse moins peur. Donc les gens puissent s'en servir. Et je pense que, malheureusement, quand on a peur de quelque chose, on ne prend pas le plein potentiel. C'est ce que disait tout à l'heure Josquin sur ces datas. Les marchés vont se tendre, on sait qu'on est dans une crise, et qu'est-ce qui va advenir des gens qui vont avoir vraiment trop peur de l'IA, parce que de toute façon, c'est là. Du coup, Manu, il faudrait presque faire un jeu sur dédramatiser l'IA. Je crois que ça existe. Sur LinkedIn, il y a des jeux data qui existent déjà. Pas chez nous. Ouais, il y a même pas chez vous encore. qui avaient fait des trucs super sympas. Mais pour rebondir, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on travaille sur les expériences. Donc, beaucoup d'entre nous, on a déjà fait énormément de research, on a fait aussi des modèles avec des ISPEMA, et c'est vrai que l'IA, quand on regarde encore dans le monde actuel, n'est pas intégrée dans ces expériences-là. Elle n'est pas tracée. On va dire on est sur les balbutiements du système, mais c'est vrai que par défaut, on est là. Comment toi tu interagis dans le cœur de ton travail, la personne vous dira je prends ces informations-là, je les traite, je les mets dans un fichier Excel, ou ce genre de choses. Mais jamais potentiellement, actuellement, on verra, j'appuie sur le système de translate de Microsoft, ou ce genre de choses pour me simplifier la tâche. Ce n'est pas des informations qui sont d'habitude et d'usage justement à remonter dans les systèmes. Et là, je pense que d'un point de vue designer, on a des éléments sur lesquels il faut faire attention, c'est que l'IA est en train de prendre une place. Par contre, quand on fait du travail de research, elle n'est pas matérialisée. Et on oublie très souvent justement cette notion d'automatisation ou d'accélération en termes de manipulation métier, d'interaction avec le métier. Et je pense que c'est peut-être un point de vigilance là-dessus. Et après, en fait, je viens de réfléchir vite fait. Vas-y. Sur qu'est-ce que l'IA fait pas, et ce que j'aimerais, c'est que en fait, l'IA, si elle avait potentiellement la possibilité d'avoir un système concurrentiel quasiment ISO, la faculté d'estimer si elle est meilleure ou moins bonne que l'autre, et de s'auto-détruire, ça éviterait peut-être un système de pollution informatique assez conséquent. Moi, je voudrais faire une précision sur les données. Quand on a créé Odaptos, une des premières choses à laquelle on a été contrasté, ça a été le fait que la machine ne savait pas à qui elle écoutait. Donc, moi, j'ai interviewé Jocelyn, par exemple.
je lui posais des questions par rapport à une expérience qu'il a eue dans son site e-commerce. Mais quand la machine elle analysait toutes les données émotionnelles des Jocelyn, elle n'avait pas une connaissance des Jocelyn. Donc, ces résultats, ils ont été hyper basiques. Et toute l'interprétation qu'il faisait de l'expérience que Jocelyn a eue, et ils ont été vraiment nuls. Ça a été, on savait qu'il a fait un geste, mais on ne savait pas comment donner des sens à ces données. Donc, une des premières choses qu'on a fait au bout de la création de Daptos, ça a été qu'on a construit, ça va être clair, on a construit tout un système de création de personas, de proto-personas. Et on utilise tout un système, on a créé un wizard dans lequel on vous pose des questions par rapport au produit, votre concurrence, l'industrie dans laquelle vous agissez, c'est quoi votre question de recherche. Et après, on utilise tout ça pour construire et vous proposer des constructions de proto-personas dans lesquelles on donne une description fictive d'une personne qui m'a interviewé. Et quand j'invite Jocelyn aujourd'hui, quand on a passé la bêta, on a raffiné tout ce process, maintenant, j'invite Jocelyn et je vais mettre un UX rechercheur ou manager ou quelle que soit la personne à qui il a créé pour lui. Si cet produit qu'on a construit s'améliore lui-même, parce que grâce à l'accélération qu'on propose, qu'on permet de faire, on peut faire des cycles et des process qui les aident à s'améliorer constamment. Et donc, moi, je pense que ça, c'est l'expérience la plus touchante qu'il y a sur l'IA dans mon métier aujourd'hui, parce que comme tout le monde ici, on est ChatGPT 100% pour l'automatisation des tâches qui sont inutiles, qui sont d'une valeur ajoutée, qui sont vraiment pas intéressantes. Et donc, ça m'a permis à moi, personnellement, de m'orienter dans un processus de réflexion beaucoup plus profond dans les processus de création. Et c'est ça, comme je sens qu'il y a l'humanité, parce que déjà, je suis dans la recherche utilisateur avec l'IA. Et donc, l'effet que j'ai pu faire des phases de discovery ou des phases exploratoires avec l'IA, que je suis toujours en touchant les deux secteurs, l'expérience, la conception et l'IA en général, ça m'a permis de prendre une hauteur énorme sur le sujet et d'être invité. Cette année, ça a été une année assez spécifique parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la 40e conférence que j'ai faite autour de ça. Et c'est grâce à cette distance que je prends des tâches qui sont de pas valeur ajoutée qui me permettraient après de faire une réflexion beaucoup plus profonde, de passer du temps à réfléchir, de passer vraiment du temps à utiliser mon cerveau. Parce qu'il y a un jeu énorme, si je peux dire une chose qui me fait peur de l'IA. Tu dis que tu aimerais bien que les gens ne soient pas peur. Mais j'ai peur de que chaque fois que je parle avec ChatGPT, j'ai la sensation que j'ai peur des capacités de communication. Parce que comme il ne parle comme un robot, j'ai tendance à parler comme un robot. Tu vois? Et ça, c'est une chose qui est hyper forte, parce que je ne sais pas si j'aimerais bien challenger les points. Et c'est le fait que quand on parle, et même j'essaie de les dire, parle-moi comme une personne, j'essaie de changer la manière dans laquelle j'interagis avec lui. Mais ce n'est pas qu'avec ChatGPT, c'est avec beaucoup plus d'autres assistants d'IA. Et j'ai entendu dire ça dans une conférence au CES il y a quelques années, c'est ça, c'est quand on parle avec un robot, on a tendance à parler comme un robot. Et ça, c'est une réflexion que j'ai fait tout le temps, c'est comment on peut éviter cette situation dans laquelle on voit nous-mêmes qu'on fait un handicap de nos capacités de communiquer, parce que la personne en face à nous, les robots, les assistants, ils réduisent le langage. Et ça, c'est du challenge un peu pour animer la table ronde. Donc, on passe en discussion parce que ça sera trop cool. Juste pour te répondre, je pense que la question elle est simple, elle est technique. ChatGPT, c'est une interface homme-machine, donc designée par les designers. GPT, c'est un modèle de langage. Et je vais te donner un exemple très simple de tout ce que tu peux faire avec. Il n'y a aucun de nos compagnons qui ne fonctionne avec le même algorithme parce que certains ne comprennent plus entre GPT 4 Turbo et en fonction de la taille, certains mots.
Alors que dans ChatGPT, tu peux même pas choisir si tu parles aux 4, aux 3.5 ou aux autres. Donc c'est aussi une volonté. ChatGPT, c'est une interface homme-machine qui du coup voilà, va générer plein de problématiques. Tu as la même chose avec Claude, tu as la même chose avec Mistral. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo de voir que Mistral n'est pas si bon que ça en français, alors que c'est un modèle qu'on nous vend franco-français et qui a des types de langage parfaitement américains. Mais voilà, c'est des modèles et si tu n'enrichis pas la base, je suis 100% d'accord avec toi. Mais par contre, il ne faut pas oublier la différence entre qu'est-ce que l'outil, donc le modèle de LLM que tu vas utiliser en multimodal, vision ou autre, et qu'est-ce que l'interface qu'on va te donner, parce que l'objectif, c'est de montrer qu'il y a un taux d'adhésion pour une levée de fonds et enrichir une base de données. Ouais. Et le meilleur exemple de ça, c'est Midjourney 6, où à la fin, il fallait complètement composer votre image. C'est un mec qui l'ont fait, vous avez déjà, je donne souvent à mes étudiants cet exemple, demandez à Midjourney de vous faire un point rouge, ensuite demandez à Midjourney de faire 2 points rouges et de les mettre côte à côte, et il va commencer à s'en mêler. Pourquoi? Parce qu'il a été labellisé sur des datasets qui n'ont pas de composition, il y avait ce qu'on appelle des tags, et donc quand ils ont fait leur plus grosse release, là, il fallait faire des prompts en disant au premier plan, je veux ça, au deuxième plan, je veux ça, je veux que telle personne ait de quelle taille par rapport à ça, parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'apprendre un algorithme à composer. Mais du coup, l'interface qu'on va utiliser, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Enfin voilà. Et on voit avec une journée, au plus tu payes cher, au moins tu as des chances que ton image elle tombe dans le domaine public. Après, voilà, juste, parce que là, je vais aussi devoir passer, juste pour rebondir sur un des sujets, c'est que je pense que vous l'aurez compris, l'IA, c'est complexe. D'ailleurs, on utilise très souvent ce terme, pas compliqué, mais complexe. Ça veut dire qu'énormément de choses s'interfèrent entre eux et cohabitent entre eux. On a évoqué aussi, d'un point de vue entreprise, comment ça s'intégrait. Moi, je vais juste rebondir vite fait sur un petit détail, le métier du designer. Le métier du designer, actuellement, voilà, c'est de faire des parcours, c'est de faire des maquettes, c'est de faire des produits ou des solutions ou des services. L'IA est là pour accélérer tout ça, automatiser. Il faut aussi se dire que si, dans la trajectoire que c'est en train de prendre, l'IA se met en place dans les produits de création, on en voit assez régulièrement, justement, qui automatise toute la création. Après, un autre sujet sur la partie legal, mais par contre, à se dire que le métier de designer va aussi énormément évoluer. Là où vous mettiez un mois justement à créer potentiellement des produits ou des services, là concrètement, en termes d'interface, vous allez peut-être passer on va dire, 1 jour, 2 jours voilà, à façonner avec de l'IA. Et on ne connaît pas encore tout à fait le potentiel derrière, mais voilà, il y a quand même pas mal d'extrapolations où des entreprises sont en train de créer leur base de données, des archives, ça s'appelle toute la partie marketing. C'est des données, du moins des systèmes qui sont totalement déconnectés des systèmes Internet pour ne pas être pollués. Voilà, où ils intègrent toute l'histoire de l'entreprise, toutes les, justement, le brand, les assets et autres, et le but, voilà, c'est de pouvoir générer le plus rapidement possible des produits. C'est-à-dire qu'à partir de là, la conception de vos produits, toute la partie automatisation va prendre la place du designer. Donc, c'est-à-dire que le designer en soi ne va pas forcément, entre guillemets, perdre son travail, il va devoir se réajuster pour trouver une autre place. Et donc, c'est voilà, pour ça qu'il y a des points d'attention sur comment le designer doit déjà penser quel va être son travail demain, parce que le système de création va complètement fluctuer. Et donc, on le sait et on le voit sur ces parties-là. Donc, je pense que c'est intéressant voilà, que chacun se dise, bah, ok, s'il y a fait ça à ma place, qu'est-ce que moi je peux faire pour apporter plus de valeur potentiellement pour un client autour de l'expérience. Voilà, et essayer voilà, de resegmenter et retourner peut-être légèrement le prisme, voilà, plutôt que regarder le système avec une grande part d'inquiétude. Et voilà, c'est s'interroger voilà, sur comment il va se remettre au centre. Et on parle souvent des designers qui montent dans les organisations d'entreprise et voilà, pour créer de la gouvernance et autres. Voilà, tout est en train de se modifier d'un point de vue du design en termes de structuration. Ça va être
également pareil pour les designers de produits. Et à mon avis, d'ici 2-3 ans, le métier du design d'un produit va totalement changer. Voilà, je pense que si on extrapole très rapidement, on peut se dire, si vous créez un bouton sur Figma, concrètement, vous avez tous les systèmes qui viennent s'incrémenter en direct avec les disable, les hover, ce genre de choses. Et en fait, tout votre design system, avec un bouton, vous avez l'intégralité de toute la mise en place. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une question sur laquelle je m'interroge et c'est pour ça que je dis qu'il faut aller peut-être un peu plus loin sur des hauteurs pour essayer de travailler un peu tout ça. Merci. Alors, on va peut-être passer comme je vois l'heure qui tourne aussi, passer à la séance de questions. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? La première, c'est la deuxième. On ne mord pas. Bon, soit on a été super clair, ou on a été pas clair. Qui dans la salle utilise de l'intelligence artificielle? Et personne n'a des questions sur l'IA. Et ceux qui ne l'ont jamais utilisé, pourquoi? Personnellement, moi, je suis en plus du boulot pour l'instant. Donc, je découvre. C'est pour ça que je suis venu à la. Alors, je l'ai utilisé pour moi, pour faire des conneries, pour rigoler. Mais personnellement, pour l'instant, c'est un peu la boîte noire. C'est pas trop. Concrètement, on peut en faire, et c'est pour ça que je suis en train d'écouter. Parce que il y a certainement des choses à faire avec tout ça. C'est un outil. Avec ses points positifs et ses points négatifs. Voilà, pour l'instant, j'en suis au stade de découverte quasiment intégrale, faire un peu des. Alors, j'ai animé des. À titre personnel, plutôt des soirées avec des amis, en faisant des histoires graphiques, parce que je suis graphiste à la base. Et on s'est dit, tiens, mais on aimerait bien avoir des illustrations pour notre truc, et ça va prendre du temps, mais sinon, on peut utiliser les IA pour générer. C'était plus du récréatif. Ce qui était intéressant, c'est que les histoires, en fait, se sont modifiées au fur et à mesure par l'illustration, parce que les illustrations étaient forcément, il y avait une part un peu de chaos et d'aléatoire. Et donc, le discours, après, a commencé à évoluer là-dessus. On a fait des petites histoires. Et puis, on est obligé de s'ajuster, c'est un peu comme le Kalareski où chacun apporte son. C'était intéressant de jouer comme ça. Mais voilà, pour l'instant, on est plus à ce stade-là. Dans ma boîte, on utilise de l'IA pour analyser des comportements animaliers, animaux, et sur des modèles de croissance de plantes et des choses comme ça. Mais dans le cadre personnellement de mon travail de tous les jours, je ne l'utilise pas pour l'instant dans le domaine professionnel. Alors, ouais. Plutôt un point de vue de vigilance sur la partie IA générative. Les IA génératives sont là pour proposer des scénarios, des projections d'idées. Normalement, Étienne serait certainement le plus capé pour aborder le sujet. Il a été retenu pour des raisons professionnelles, avec une livraison normalement demain. Mais résultat, le point de l'IA générative, il faut faire très attention. C'est on en parlait ce matin avec Étienne, c'est lui s'en sert potentiellement pour créer des storyboards ou des projections d'idées. Il ne s'en sert pas en tant qu'image finie. Voilà, ça lui offre des perspectives de trajectoire d'idées. Pourquoi c'est un des points sur lesquels il faut être vigilant, c'est que les IA ont et sont basés sur les stéréotypes aussi. Donc, c'est-à-dire par là que vu qu'on c'est développé par des pays justement développés, vous allez retrouver potentiellement des archétypes autour de l'homme, de la femme, voilà, de ce genre de choses. Et donc, le point d'attention, c'est de se dire, si on se base sur ces systèmes-là et juste les prendre pour acquis, c'est-à-dire qu'on va avoir à chaque fois une redite des stéréotypes en permanence qui ne représenteront pas non plus la diversité
des points d'attention, voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est des petits fragments d'éléments sur lesquels il faut arriver à rebondir. Et aussi, je pense que l'IA intègre aussi énormément de biais. Pour vous donner un cas, je m'amusais chez moi à me dire, est-ce que l'IA peut reproduire des œuvres d'art? Donc en fait, je me suis amusé à travailler sur des systèmes de cuisine en essayant d'intégrer des œuvres d'art d'artistes pour voir le look and feel que pourraient avoir des éléments de cuisine. Et à un moment, j'ai demandé simplement une cafetière, voilà, et designée avec un style Barbaros. Dans les schémas, allez savoir pourquoi, il y avait 3 cafetières, ça nous fait une génération de 4 images, la 4e était une femme. Une femme, voilà, donc la posture de la femme dans la cuisine était déjà intégrée, voilà, dans le système de vie. Donc voilà, c'est pour ça que je dis il faut faire très attention sur l'utilisation que vous allez avoir et de vous en servir comme inspiration et non comme, on va dire, utilisation finale. Non, ce que tu dis, non, c'est un peu l'utilisation finale, ouais. Je suis pas d'accord. Il en fallait un. Allez. Ah bon, quel outil t'as utilisé pour générer tout ça? Non mais voilà, parlons d'outils en fait. Une journée. Alors, ouais, j'ai... Oui, mais en fait, c'est exactement comme si tu disais, en gros, si t'as pas sanctionné ton modèle, voilà, forcément il a un biais. Donc le problème, c'est pas l'intelligence artificielle générative, c'est, en gros, c'est de me dire, j'ai utilisé un iPhone pour faire des photos, j'ai passé 3 filtres dessus, oh là là, ça m'a donné une photo complètement stéréotypée. Et je vais te donner un exemple qui fait rire beaucoup ma famille. Moi, je ne sais pas pourquoi, on a un type asiatique, j'ai pas de nez. Quand mon mari m'a acheté un téléphone chinois, toutes les photos me mettaient un nez parce que l'algorithme, même avant que je le retouche, qui était dans l'appareil du Huawei, retouchait les visages selon les canons asiatiques. Donc tu vois, c'était bien avant l'IA générative. Donc ça, c'est le premier point. Et nous, aujourd'hui, on est justement en train de travailler sur 2 outils, refaire des datasets de shooting de personnes handicapées, minorités, parce que l'autre jour, je cherchais les limites, on parlait des limites, c'est pas les limites de l'outil, c'est les limites du dataset. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de représentation de minorité suffisante pour permettre à un outil qui est statistique de faire une moyenne cohérente. Et donc, il faut qu'on alimente et qu'on refasse des choses en rémunérant les personnes qui sont prises en photo et en trouvant vraiment un élément important. Et notre deuxième point, c'est qu'on planche sur un agent d'équipe qui permettra à chaque fois qu'on génère pour nos clients des contenus visuels. Et je vais te donner un exemple, je ne citerai pas la marque, mais typiquement, on a des tests. Pourquoi on a cartonné, on a plus fait 155%? Parce que mon algo et mon IA, au lieu de représenter dans sa newsletter de modèles que des meufs blanches et blondes choisies par un humain, et mon IA, elle a pris des métis, elle a pris des filles rondes, elle a pris des filles anti-jarres. Oui, mais... Quand l'humain qui sortait de ses 10 ans d'études de mode hyper expert, et tu sais qu'au début, je n'ai pas vu en fait. Je me suis dit, c'est pas ça qui a influé, et il a fallu que j'aide un tracking pour voir où les gens avaient cliqué. Donc le problème, c'est pas le modèle.